Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Bobines Partagées, le podcast cinéphile qui se promène dans l'histoire du 7e art. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans L'Invasion des Profanateurs, remake d'un film de science-fiction des années 50, très ambigu à l'époque, et qu'on va explorer aussi dans cet épisode, bien sûr. Ce remake de 1978, terrifiant, est signé Philip Kaufman, que vous connaissez sans le savoir. Nous décortiquerons cet exceptionnel film d'horreur en s'attardant sur une dimension centrale, le son. Car le son participe à la création d'un univers étrange, tout en étant une stratégie extrêmement rentable. Et ce film alterne effets spéciaux gros budget, ultra flippants, on fera un point sur le genre du body horror, et petites astuces très simples et gratuites pour donner forme à nos angoisses. Les Bobines Partagées épisode 16, c'est parti. L'Invasion des Profanateurs est sortie en 1978. C'est l'histoire d'extraterrestres capables de prendre possession des corps humains en les clonant. Alors évidemment, certains humains ne vont pas se laisser faire, comme Matthew, un contrôleur sanitaire dans la restauration, et Elizabeth, une laborantine alertée par le comportement soudainement étrange de son compagnon. C'est donc une histoire inquiétante, mais aussi assez classique dans la science-fiction. On a des schémas attendus de ce genre, l'arrivée d'extraterrestres, la caractérisation de ces extraterrestres comme des menaces, on a un groupe de survivalistes, une société qui bascule, mais ici toute l'histoire se tient très bien et surtout la mise en scène se révèle ultra innovante. Ce qui donne un goût possible de déjà-vu de cette histoire cependant, c'est qu'il s'agit d'un remake d'un film de 1956 réalisé par Don Siegel, L'Invasion des Profanateurs de Sépulture. Petit détail amusant avec ce film, pour nous français on le connaît sous ce titre, mais c'est une mauvaise traduction. En langue originale, c'est Invasion of the Body Snatchers, soit l'invasion des voleurs de corps, donc pas vraiment des profanateurs de sépulture, et on n'en verra pas de toute façon dans le film, mais passons. La particularité du film de 56, c'est vraiment la lecture politique qu'on peut en faire. C'est un excellent divertissement, un excellent film tout court, mais c'est impossible de le défaire du contexte de la guerre froide dans lequel il a vu le jour. Parce que c'est la même histoire, et donc ces aliens qui prennent possession du corps des Américains, qui se propagent dans toute la société, sous une apparence trompeuse, ça pourrait aussi bien être les communistes de l'URSS, même si les créateurs du film s'en sont toujours défendus. En 1978, quand Philip Kaufman s'attelle à une nouvelle adaptation de cette histoire, à l'origine un roman de Jack Fayney, le contexte politique n'est plus le même et c'est une version un peu dépolitisée, on pourrait dire, qu'on a là, mais qui produit une impression assez forte sur le spectateur et peut-être plus forte que la version de 56, qu'à titre personnel j'ai déjà trouvé très flippante. Mais avant de découvrir plus en détail ce qui fait la force horrifique de ce film, notamment on va explorer le traitement du son, on va s'arrêter un petit instant sur le parcours du réalisateur Philip Kaufman. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en fait il a mis son nez un peu partout dans Hollywood et il est à l'origine de beaucoup de films très connus et très populaires. Philip Kaufman, il est né en 1936 et il est toujours vivant, il a près de 90 ans. Et dès son plus jeune âge, il baigne dans un environnement culturel très présent. Un de ses amis d'enfance, c'est nul autre que William Friedkin, futur réalisateur de L'Exorciste. Et Kaufman était déjà très fan de cinéma dans son jeune âge, et notamment de série B, donc plutôt des films de genre, horreur, science-fiction, fantastique. Il a fait de brillantes études, il est devenu professeur d'histoire, et au moment où la contre-culture explose aux États-Unis avec le mouvement hippie, il déménage à San Francisco pour être au cœur du réacteur. Il devient ami avec l'écrivain Henry Miller, l'autrice Anaïs Nin, il part faire le tour d'Europe, et à son retour, il décide de se lancer dans le cinéma avec l'intention d'explorer la société américaine. Et là, on est au début des années 60 environ. Donc quand il se lance, il appartient à ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, une mouvance qui revendique l'indépendance des cinéastes au moment où les grands studios s'effondrent. Son premier film, Goldstein, obtient le prix de la jeune critique au Festival de Cannes, et après, Kaufman va s'essayer à plein de genres différents. Il a fait 2 westerns par exemple, dont un avec Clint Eastwood, un autre avec Robert Duvall, déjà 2 stars, et des westerns qui, comme beaucoup à l'époque, réexaminent sous un œil critique l'histoire des États-Unis. Mais c'est vraiment avec L'Invasion des Profanateurs qu'il va se faire connaître du grand public parce que le film est un beau succès commercial et critique. On lui doit ensuite un énorme succès, L'étoffe des héros sur les premiers astronautes, et il a adapté le plus célèbre roman de Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, avec Daniel Day-Lewis. Il a aussi participé à l'écriture du premier Indiana Jones réalisé par Spielberg. Donc voilà, c'est un réalisateur qui a su s'adresser au public, en particulier au public américain, et en même temps il a gardé une liberté, sûrement grâce à son passé de baroudeur entre Europe et États-Unis,
et donc entre influence aussi de la littérature et du cinéma. Et dans l'invasion des profanateurs, il y a quelque chose de littéraire dans la mise en scène, parce qu'à mon avis, il va chercher du côté de Freud et de sa notion d'inquiétante étrangeté. Alors cette thèse de Freud soutient qu'il peut y avoir une forme d'effroi qui naît d'un environnement familier, donc notion assez paradoxale. Par exemple, quelque chose dans sa maison, dans son lieu de travail, nous apparaît un jour bizarre, puis inquiétant. Donc je vous épargne les conséquences psychanalytiques de cette notion qui seront assez éloignées du film, je pense. Mais cette thèse me semble intéressante pour examiner les films d'épouvante qui jouent tout le temps avec des environnements familiers. Les films de slasher comme Halloween ou Scream se déroulent dans le foyer des personnages en danger. Il y a quelque chose de cet ordre dans l'invasion des profanateurs et c'est le son qui permet de rendre inquiétant des choses qui, à première vue, sont banales. Après une séquence d'ouverture quasi expérimentale où on voit les formes de vie extraterrestres et leur arrivée ultra étonnante grâce à la pluie sur Terre, la mise en scène suggère une altération forte, un point de non-retour grâce au son. Tout devient étrange parce que les sons du quotidien sont mixés plus fort. Une balançoire grince bruyamment par exemple et ça participe à créer une atmosphère où déjà on soupçonne quelque chose d'anormal. D'autre part, la mise en scène développe un autre usage ultra ingénieux et discret du son pour suggérer la menace imminente. Si on prête attention et on tend l'oreille, on remarque que tous les sons liés à la temporalité sont surmixés. Les bruits des horloges, des réveils, les tic-tac en tout genre. Et ces instruments sont filmés en gros plan pour accentuer l'effet, ou parfois en arrière-plan plus discrètement pour suggérer cette menace. Ce rythme nouveau, qui n'est pas de la musique, qui est bien du son, nous prépare à une course contre la montre qui aura effectivement lieu dans le film. De plus, c'est totalement cohérent avec le scénario, avec ces extraterrestres qui prennent possession des humains la nuit, donc il faut lutter contre le sommeil pour espérer leur échapper, d'où cette insistance sur les horloges, sur le temps qui fuit. Ces différentes utilisations du son nous plongent dans un univers très fort, et dès les premières scènes du film, elles font monter un sentiment d'angoisse que les images terrifiantes viendront exploiter ensuite. Et ce qui est génial avec l'invasion des profanateurs, c'est que Kaufman utilise à la fois des gros moyens financiers pour créer des scènes horrifiques et des stratégies ultra rentables, donc réutilisables pour des cinéastes amateurs par exemple, comme le mixage son. Pas besoin de vaisseaux qui explosent pour faire de la science-fiction, un travail sur le son peut déjà suggérer un monde nouveau. Et l'autre stratégie employée par le film pour donner corps à cet univers fantastique, c'est le jeu d'acteur, nouvelle technique sans effets spéciaux si je puis dire. Le scénario ultra malin s'appuie sur la paranoïa, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer physiquement les aliens des humains et c'est seulement en s'approchant qu'on remarque des attitudes, des gestes étranges, inhumains. Par exemple, Elizabeth, son copain, il squatte tout le temps devant le canapé à regarder la NBA et tout d'un coup, quand il est cloné, il devient super pimpant. Donc ça, c'est une stratégie qu'on obtient grâce au jeu d'acteur et uniquement grâce au jeu d'acteur. Et de plus, les humains sous contrôle des aliens développent un autre langage avec des hurlements stridents, terrifiants, donc une nouvelle fois grâce au son, combiné avec le jeu d'acteur on peut dire. Et si je parle d'acteur, il va falloir mentionner qu'on n'a pas affaire à n'importe qui ici, ce serait moi qui jouerais l'humain possédé, on n'y croirait pas une seule seconde. Alors Elizabeth, elle est incarnée par Brooke Adams, qui est habituée à ce type de film et qu'on a aussi pu voir dans Les Moissons du ciel de Terrence Malick. Mais surtout, le second rôle principal est tenu par un acteur que j'adore parce qu'il m'a toujours terrifiée, Donald Sutherland, disparu il y a près d'1 an. Donald Sutherland, il est connu pour MASH, pour Casanova de Fellini, pour Des gens comme les autres de Robert Redford, c'est le président Snow dans Hunger Games, et à titre personnel, je vous conseille un film ultra bizarre, Ne vous retournez pas, de Nicholas Rugg, avec une fin qui va vous foutre les jetons pour les 10 prochaines années, je le parie. Et Donald Sutherland, il a un physique très particulier, il est très grand, élancé, avec des yeux clairs, des coupes de cheveux souvent discutables, et ça fait qu'il charrie quelque chose de tout de suite un peu inquiétant, un peu bizarre, quand bien même il joue les gentils. Et dans l'invasion des profanateurs, il joue un des héros, et pourtant il fait un peu peur, et il semble un peu en décalage, ce qui est assez paradoxal, car dans les films d'horreur, le sentiment d'angoisse fonctionne quand on s'identifie au héros, qui a souvent un physique attrayant. Et pourtant ça marche quand même dans ce film, c'est-à-dire que le physique de Donald Sutherland se prête parfaitement à ce film parce qu'il a une sorte de dualité en lui, dualité qu'on retrouve dans le scénario finalement. En cela, il ressemble beaucoup au personnage incarné plus tard par Jeff Goldblum dans La Mouche de David Cronenberg, Jeff Goldblum qu'on retrouve sans surprise dans un petit rôle assez savoureux dans l'invasion des profanateurs. On compte aussi au casting Léonard Nimoy
alias Monsieur Spock dans Star Trek. Alors certes, la science-fiction est crédible dans ce film grâce à des stratégies peu coûteuses, le jeu d'acteurs, le travail sur le son, mais le film déploie aussi d'importants moyens, côté maquillage notamment. Ainsi, l'invasion des profanateurs laisse des images horrifiques, des chocs visuels ultra forts en tête après son visionnage, et là pour le coup peut-être plus important que la version de 56 qui marque surtout pour son atmosphère et qui a quand même des morceaux de bravoure niveau horreur, bien sûr. Dans la version de Kaufman, on flirte avec le body horror. C'est un sous-genre de l'horreur où les corps deviennent monstrueux car déformés, mutilés, malades. Ça va, on va dire, de Frankenstein de Mary Shelley à The Substance de Coralie Farja, sorti il y a quelques mois. Un des maîtres au cinéma de cette esthétique qui fait le pari de l'excès et de la violence graphique, c'est David Cronenberg, mentionné tout à l'heure, et dont les premières œuvres de ce genre sont contemporaines du film de Kaufman, comme Rage, sorti un an plus tôt en 77. Dans l'invasion des profanateurs, les aliens prennent possession des corps des humains la nuit. Un double d'eux prend forme dans une cosse, une sorte de haricot géant, et dans le film, on voit une scène d'accouchement de ce nouveau corps, et c'est atroce. Kaufman parvient à créer vraiment des images chocs, des vrais flashs d'horreur comme ça, sans qu'on s'y attende, et à la fin ça va crescendo, on a un espèce de chien muté avec un homme, donc vraiment le film va très loin, et c'est ultra réjouissant si vous êtes fan de body horror comme je le suis. Kaufman réussit à créer un film qui ne nie pas du tout l'héritage du premier, de la version de 56, mais il s'en émancipe en faisant le pari de l'horreur. Le dernier plan du film, que je ne révélerai pas bien sûr, est juste glaçant, j'ai eu des frissons de peur en le voyant, et le film de Kaufman, comme celui de Don Siegel en 56, est globalement très pessimiste, même s'il a un petit peu plus de touches d'humour. On sent quand même un immense plaisir d'écriture, les personnages sont ultra originaux, par leur profession déjà, on a un inspecteur d'hygiène de restaurant, un écrivain raté, une gérante de bain de boue, enfin comment on invente ça ? Le film parvient vraiment à tirer son épingle du jeu, malgré un scénario a priori un petit peu classique. Je trouve que le film déjoue nos attentes par la mise en scène, qui multiplie des plans très bizarres, des cadrages ultra étonnants, comme si on avait des points de vue qui étaient impossibles dans la vraie vie, et grâce à ce travail sur le son qui est juste passionnant à analyser. Et ça donne un excellent divertissement, un film d'horreur doublé d'un thriller paranoïaque marquant. Et bonne nouvelle, c'est disponible gratuitement sur Arte jusqu'au 19 mai, ne le ratez pas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce content ou à en parler autour de vous. C'est pas toujours évident de gagner en visibilité quand on est un podcast indépendant, donc toute aide est la bienvenue. Et si cet épisode vous donne envie de prolonger votre exploration de la science-fiction, je vous incite à écouter l'épisode des Bobines partagées consacré à Invasion Los Angeles de John Carpenter, quand série B et anticapitalisme se rejoignent. Pour finir, j'aimerais remercier la radio Fréquence qui diffuse tous les épisodes partout, sur toutes les plateformes, et en particulier Mathieu pour son aide immense. Un grand merci à vous pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des Bobines partagées, le podcast cinéphile. À très bientôt.